Et notre invité pour le grand entretien de la matinale en cette année d'élections européennes est tête de liste Europe Écologie Les Verts pour d'ailleurs tête de liste écologiste pour le mois de juin prochain. Mais elle est déjà députée au Parlement, connue aussi pour avoir fait condamner l'État pour inaction climatique en 2021 dans ce qu'on appelait alors l'affaire du siècle. Bonjour Marie Toussaint. Bonjour. Vos questions, chers auditeurs, vos réactions au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Alors je le disais, Marie Toussaint, on vote en juin prochain pour désigner les députés européens et vous représentez les écologistes pour la France. Alors Marie Toussaint, les dernières études d'opinion à la mi-décembre, si on synthétise les différents sondages, donnaient le RN largement en tête, entre 28 et 29%, devant Renaissance qui serait autour de 20 et le PS, première formation de gauche, un peu en dessous de 10. Comment expliquer que les électeurs placent en tête le parti de Jordan Bardella, plutôt eurosceptique? Oui, écoutez, c'est une tendance lourde, une tendance européenne qu'on voit effectivement en France. Les extrêmes droites, les nationalismes, l'égoïsme est en train de gangréner l'Europe. Et je dis gangrène parce que c'est effectivement une maladie qui parcourt l'Europe, qui met en risque le projet européen lui-même. Si nous voulons construire l'Europe, il faut opposer un projet qui soit profondément pro-européen. C'est ce que nous, écologistes, nous portons. Une Europe qui serve, qui tourne le dos au marché et qui se mette au service tant de la transition écologique, de la protection du climat, du vivant, de la biodiversité, mais aussi de la justice, en faisant de la lutte contre la pauvreté sa colonne vertébrale. Nous devons nous battre contre ce modèle des nationalismes qui fait reculer les droits humains, qui s'en prend au climat, qui s'en prend au vivant. Et pour le faire reculer, il nous faut mener cette campagne pour les élections du 9 juin 2024. Parce que eux, les députés du RN, notamment au Parlement européen, ils votent contre la plupart des textes et malgré tout, ils restent crédibles dans l'opinion. Il reste crédible dans l'opinion, donc c'est à nous de nous battre contre cette gangrène. Moi, je veux quand même dénoncer ici ceux qui, avec beaucoup de duplicité, sont arrivés au pouvoir dans un certain nombre d'États de l'Union européenne, en particulier en France. Je pense évidemment à Emmanuel Macron en disant qu'ils allaient faire reculer l'extrême droite. C'était leur engagement. Emmanuel Macron a même dit ce vote m'oblige lors de la dernière élection présidentielle. Et finalement, il pave la voie à la victoire culturelle du Rassemblement Qu'est-ce que national vous voulez de dire? l'extrême droite. Eh bien, je veux dire, et on l'a vu avec la loi immigration juste avant les vacances de Noël, ou pour ceux qui ont eu des vacances. On l'a vu avec ce vote sur la loi immigration. On est en train d'ouvrir les vannes. On souscrit, en tout cas Emmanuel Macron, souscrit à l'idée que l'étranger est un danger et qu'il nous faut nous refermer. Donc c'est l'égoïsme dont je vous parlais. Combattre le Rassemblement national, faire reculer l'extrême droite, c'est rappeler d'abord les valeurs humanistes qui sont au fondement de l'Europe. Je rappelle que l'Europe s'est construite sur un projet de paix et sur le refus des traitements dégradants infligés à d'autres êtres humains. Donc il est temps que l'Europe renoue avec ses origines. Et le projet de paix, aujourd'hui, il est indissociable de la protection de l'environnement. Donc c'est ça que nous allons porter pour ces élections. Alors là, vous nous parlez d'un sujet national qui est la loi immigration. Ce que répond le gouvernement sur ce sujet-là, c'est qu'il y a une demande dans les différentes études d'opinion pour une loi immigration. Il y a une demande d'être protégé. Et c'est ce que je veux porter également. Je veux une Europe qui protège, une Europe qui prenne soin, une Europe qui permette à chacune et chacun de vivre dignement. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On voit l'explosion de la précarité. Près de 9 millions de personnes en France sont en situation de précarité. Au niveau européen, c'est une personne sur 5. Une personne sur 5. Et depuis 20 ans, les inégalités s'accroissent à nouveau. Donc on voit bien qu'on arrivait à la fin d'un modèle qui pille les ressources et qui rend les gens de plus en plus pauvres. Et donc oui, il y a une demande de sécurité. Mais cette sécurité, elle est aussi économique, elle est aussi sociale, elle est aussi environnementale, puisque les plus pauvres partout sont les premières victimes de la pollution. On a encore eu des études sur la pollution de l'air en Île-de-France qui sont parues dans les derniers jours. Donc la sécurité, oui, mais cette sécurité qui est celle des conditions d'existence et donc la lutte contre la pauvreté. Moi, j'appelle à faire de la lutte contre la pauvreté la colonne vertébrale de l'Union européenne. Mais vous me disiez, c'est un sujet français. Je vous l'ai dit, La loi immigration. les extrêmes droites gangrènent l'Europe. Il y a eu également un pacte migratoire au niveau européen qui est la copie conforme finalement de cette loi migration en Alors, France. on rappelle un accord vient d'être trouvé, il n'a pas encore été validé, notamment par le Parlement. Il s'agit de limiter les entrées aux frontières, de renvoyer plus rapidement les personnes qui sont en situation irrégulière. Et il y a aussi un côté protecteur en réalité. Non, c'est la construction d'une Europe forteresse.
c'est la construction d'une Europe forteresse. Et je vous l'ai dit, on a aujourd'hui des dirigeants. Donc la solidarité entre pays qui est prévue par ce pacte, qui prévoit une meilleure répartition, que tout le monde ne se retrouve pas Mais si c'était sur la des îles italiennes. mais si c'était la solidarité, Madame Lourdes, ça nous irait parfaitement, parce qu'effectivement, on voit bien qu'on a des arrivées par la mer Méditerranée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on laisse couler notre humanité. Si je reprends les propos du pape François, hein, on laisse couler l'humanité dans la mer Méditerranée. On a des dizaines de milliers de morts sur les décennies qui viennent de s'écouler. Nous ne devons pas laisser mourir des gens aux frontières de l'Europe. Et évidemment, ces personnes arrivent dans le sud de l'Europe, et donc on a besoin de cette solidarité. Mais ce n'est pas ça que propose le pacte migratoire. Il y a une petite forme de solidarité à l'intérieur. Entre les États. Le gros de ce pacte migratoire, c'est de faire une Europe forteresse, et vous l'avez très bien dit, d'essayer de partir du principe qu'on va renvoyer les gens plus facilement. Mais vous savez ce qu'il y a derrière, c'est que on prétend lutter contre l'immigration en durcissant les conditions de vie des gens qui sont déjà sur notre territoire. Ce faisant, on n'assèche aucune source d'émigration. On n'est pas en train de lutter contre la guerre, contre la misère, contre la pauvreté, contre les effets du dérèglement climatique à l'extérieur de nos frontières. Les raisons pour lesquelles les gens quittent leur pays ne sont pas asséchées. Elles sont toujours présentes. On ne répond pas à cette question-là. Et vous savez, les gens, ils préfèrent rester chez eux, sur leur territoire, avec leur famille, que de partir au péril de leur vie. Et donc, quand on durcit les conditions dans lesquelles les gens vivent ici, la réalité, c'est qu'on les précarise. Voilà, c'est tout ce qu'on fait, c'est qu'on précarise celles et ceux qui sont sur notre territoire. C'est cette vision qui a gagné à la fois dans la loi migration et dans le pacte migratoire. C'est cette vision-là contre laquelle nous devons lutter. Alors Marie Toussaint, j'entends ce que vous dites, que le RN monte notamment pour ces raisons-là, d'après vous, en fait, parce que c'est entretenu par les différents gouvernements européens. Et il faut un projet pour répondre à ça. Sauf que vous êtes déjà eurodéputé depuis quelques années, donc le projet, il était déjà là. Qu'est-ce qui va changer là? L'enjeu des élections du 9 juin 2024, il est crucial. Il est crucial parce que ces extrêmes droites gangrènent l'Europe, qu'elles scellent leurs alliances avec la droite, dans un nombre croissant de pays, ainsi qu'au Parlement européen, dans leur opposition à l'écologie. On a la construction d'un front du refus écologique sur fond de climato-scepticisme. On a encore eu un tweet d'un député du Rassemblement national hier qui l'exprime très bien. C'est vrai en France et c'est vrai dans les autres pays européens. Et cette alliance des droites, elle s'oppose de manière frontale à toute avancée pour l'écologie. On a connu en début de mandature au Parlement européen quelques avancées pour l'écologie avec ce pacte vert. Aujourd'hui, ce n'est même plus que ce pacte vert est en danger, c'est que nous entrons dans l'ère des grands reculs. Nous sommes passés de l'ère des petits pas à l'ère des grands reculs. Il faut bien le comprendre. Il est bloqué, le pacte vert. Et donc, il est bloqué et on a même des textes qui vont mettre à mal la nature. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucun texte pour protéger la biodiversité, à part un texte quasiment vide sur la restauration de la nature cet été. Et aujourd'hui, on a des textes qui vont porter atteinte aux vivants, avec par exemple l'ouverture très grande ouverture à des nouveaux OGM qu'on va répandre partout sur le territoire européen sans traçabilité aucune, ni pour les paysans, ni pour les consommateurs. Donc c'est absolument inacceptable. Si on veut lutter contre les atteintes à l'écologie, si on veut se battre pour la justice et contre la pauvreté, si on veut poursuivre la transition écologique et faire face à cette alliance des droites, à ce bloc des droites qui menace de prendre le pouvoir dans l'Union européenne, il faut se mobiliser le 9 juin prochain. Alors Marie Toussaint, en 2019, Europe Écologie Les Verts, à l'époque, avait créé la surprise, première formation de gauche avec 13,4% des voix. Aujourd'hui et pour le moment, vous seriez, selon les dernières études, en tout cas, je le disais, du mois dernier, en dessous de 8, derrière le Parti Socialiste. Vous n'êtes pas audible avec ce projet dont vous nous parlez? Vous savez, les sondages sont ce qu'ils sont à un moment T. Ça donne un ordre de grandeur quand même. On voit que le RN est largement devant et que ce sera Renaissance probablement en deuxième position. Il n'y a pas de fatalité. Je crois que les Françaises et les Français ne sont pas encore dans une logique de campagne pour les élections européennes, d'où ma présence et mon appel à se mobiliser pour le 9 juin 2024. Je l'ai dit, le projet que nous portons, c'est celui de la justice et du climat, celui de la lutte résolue contre la pauvreté à travers notamment un droit de veto social qui permettrait de faire en sorte qu'aucune des politiques adoptées par l'Union européenne, aucune des lois, aucun des projets de budget ne porte atteinte aux 10% d'Européennes et d'Européens les plus pauvres. Ce serait un changement systémique. Ça marcherait comment ça ? Eh bien, c'est simple, quand on a un projet de loi, souvent on a des études d'impact environnemental. On peut tout à fait, et c'est possible au niveau français dès demain, d'ailleurs, si Emmanuel Macron le souhaitait, ce que je ne pense pas, mais c'est possible. On fait une étude d'impact social de tous les projets de loi. On regarde comment est-ce qu'il vient impacter la vie des 10% les plus pauvres et si ça nuit
à leurs conditions d'existence, eh bien dans ce cas-là, on se retient de les adopter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, une taxe carbone qui vienne peser sur le logement et sur le transport, mais aussi sur le logement, pour des dépenses contraintes, des gens qui dépensent dans des passoires énergétiques des sommes conséquentes, colossales pour se chauffer, eh bien ces textes-là, on ne les adopterait pas. Et qu'à l'inverse, à chaque fois qu'on adopterait un texte, on ferait attention à ce que tous les avantages de ce texte viennent porter sur les droits sociaux des personnes en situation de précarité. C'est un changement systémique. Question d'Elisabeth à Nantes qui a appelé le standard de France Inter. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. Vous avez une question pour Marie Toussaint? Oui, je voudrais savoir pourquoi les propositions politiques des écologistes sont aussi éloignées des réalités et des attentes des citoyens français de province. J'insiste, de province. En termes de mobilité, l'utilisation des voitures et par exemple aussi de la fiscalité. Les classes moyennes sont beaucoup trop imposées et la fiscalité est devenue contre-productive. Alors je précise que Elisabeth nous appelle de Quimper. Marie Toussaint. D'abord, merci Elisabeth pour cette question. J'étais heureuse que vous développiez et que vous détailliez vos questions. Comme ça, je peux vous y répondre plus aisément. Sur la mobilité, je crois que je viens d'y répondre en disant quand on adopte des politiques de protection de l'environnement, il faut toujours veiller à ce que ce soit fait dans la justice sociale. Et donc, ça veut dire aussi qu'il parle aux territoires ruraux. Et ce n'a pas toujours été le cas. Alors, bien sûr, les politiques qui portent atteinte à l'environnement crée de l'injustice, puisque la volonté de préserver la nature, elle vise à préserver la justice sociale. Mais de temps à autre, des mesures ont été adoptées qui peuvent effectivement être douloureuses. En ce qui concerne ce que vous proposez, eh bien si on a un droit de veto social, on fera attention à tout le monde. Et c'est ça l'enjeu, c'est de construire une Europe qui protège tout un chacun et toute une chacune. Et c'est l'impératif et en tout cas la direction que nous souhaitons prendre. Vous parlez aussi de la fiscalité. La fiscalité, ce ne sont pas seulement les taxes, c'est aussi une aide. Et je veux dire ici que ce que nous prônons, c'est la réduction de la TVA sur les produits qui sont faits en France, qui sont faits chez nous, nos terroirs, faits en Europe aussi, parce qu'on a besoin d'agir au niveau européen, et que cela puisse être aussi, quelque part, une prime à la consommation pour les produits verts. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a vu aux États-Unis un plan d'investissement massif, l'IRA, dans la transition écologique. Et qu'en Europe, on a un pacte vert avec une série de mesures qui est aujourd'hui à l'arrêt, on en a parlé tout à l'heure, mais qui n'a absolument pas été financé. Et donc, on a besoin d'opérer un choc pour relocaliser, un choc pour répondre aux besoins essentiels et un choc pour avancer. Je veux dire un dernier point. Parce que le même jour qu'était passé l'accord sur le pacte migratoire et la loi migration en France, un autre accord était passé au niveau européen sur le pacte de stabilité budgétaire. Vous savez, on assouplit les règles. Voilà, on assouplit les règles sur la dette et sur les déficits. Exactement. Le nouveau pacte que les États et la Commission européenne mettent sur la table entrave toute capacité d'investissement, tant dans la transition écologique, malgré les besoins majeurs, que dans les services publics. Et on voit bien aujourd'hui à quel point nos hôpitaux, nos écoles ont besoin d'investissement. Et donc, nous, écologistes, avec les syndicats européens, avec les associations environnementales et de solidarité, nous demandons un autre pacte de stabilité budgétaire qui nous permette l'investissement dans notre avenir, parce que c'est essentiel et ça concerne en particulier les zones rurales, la province, comme le disait Elisabeth. Justement, Marie Toussaint, parlons d'argent, puisque vous dites la transition écologique n'est pas financée dans le pacte vert, puisque vous dénoncez les nouvelles règles budgétaires qui sont proposées. Vous, ce que vous défendez, c'est notamment un nouvel impôt qui permettrait de financer, qui taxerait les plus riches et qui permettrait de financer la transition écologique au niveau européan. On pense au rapport Pisani-Ferry en France qui préconisait quelque chose du même genre pour financer la transition écologique au niveau national. En fait, l'écologie, ça se fait uniquement en rajoutant des impôts ? Je viens de dire le contraire, parce que je viens de dire qu'il faut aussi baisser certaines taxes sur les produits qui sont bons pour la santé, bons pour le vivant. Alors, il toucherait qui cet impôt? C'est quoi l'assiette? On voit jusqu'où? Ça veut dire quoi, l'impôt dont les vous riches? parlez, c'est un ISF climatique. Ça toucherait quel riche? Voilà. Qui est riche? Alors, on prend les 0,5% les plus riches, et puis on va taxer leur patrimoine. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, dans la façon dont on a organisé la fiscalité, au niveau français comme en Europe, les plus riches sont proportionnellement parmi les moins taxés. Le deuxième élément, c'est que les plus riches sont aussi les plus responsables de pollution. Je vous prends un chiffre pour la France, mais encore une fois, les équivalences sont les mêmes au niveau européen. 63 personnes en France, parmi les plus riches, des milliardaires, sont responsables
avec leurs actifs financiers, de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la France. Et donc, si on va effectivement taxer le patrimoine, la très grande richesse, si on va en plus taxer l'investissement dans les énergies fossiles, dans la destruction du vivant, eh bien, on dégage les marges de manœuvre nécessaires à cet investissement dont je vous parlais juste avant et dont on a absolument besoin. Pourquoi ? Eh bien, pour financer la transition énergétique, selon les estimations, ce sont des centaines de milliards dont on a besoin dans les années qui viennent. Selon la Cour des comptes européenne, par exemple, c'est 1000 milliards dont on a besoin. Donc, on a besoin de dégager cette manne qui nous permettra d'investir, de sortir des énergies fossiles, de développer la sobriété, les énergies renouvelables, de lutter contre la pollution de l'air, contre tous ces produits toxiques qui nous rendent malades, qui causent des cancers dès qu'on est enfant, et de pouvoir aussi financer les investissements sociaux dont je vous parlais, les hôpitaux, les écoles en priorité. Vous entendez ce qui était derrière la question de notre auditrice tout à l'heure, et puis avec votre proposition aussi d'ISF, ça nourrit une certaine image qu'on peut avoir de l'écologie, qui est à la fois une écologie où il y a souvent des nouvelles taxes qui sont créées, une espèce d'écologie punitive, une écologie aussi d'urbain. Je pense au patron de la Fédération française des chasseurs, Willy Schrein, qui a lancé lui une liste Alliance Rurale et qui défend la ruralité avec une espèce d'écologie traditionnaliste. Il y a un espace pour une autre écologie. Vous ne parlez pas à tout le monde, notamment aux ruraux et à la province, comme le disait notre auditrice. Willy Schrein défend une ruralité sans paysans. C'est l'inverse de ce que nous proposons. Nous proposons la réinstallation d'1 million de paysans en France, 10 millions au niveau européen. Nous voulons une ruralité vivante qui est des paysannes et des paysans qui disposent de services publics, qui aient accès à de la mobilité, notamment à des trains. Vous savez qu'on a fermé beaucoup de lignes ferroviaires de proximité ces dernières années et nous pensons que l'écologie est partout. Et d'ailleurs, sur la liste que je conduis pour les élections européennes, c'est une liste qui fait entendre toutes les voix de l'écologie. On a avec nous Benoît Biteau, qui est un agriculteur, un paysan, et qui se bat pour des ruralités vivantes. On a Priscilla Ludowski, qui a été l'initiatrice du mouvement des Gilets jaunes, pour qui fin du monde et fin du mois sont le même combat, et qui a en tête la situation des zones périphériques de la France et de ces voix qui ont été trop souvent oubliées ou reniées. Alors on va pas faire la liste de tous vos colistiers, mais je comprends qu'il y a une certaine diversité. Amine Kessassi, qui se bat dans les quartiers marseillais pour la justice sociale, pour dire que l'écologie populaire existe. Et donc, effectivement, nous, écologistes, devons nous battre pour montrer que l'écologie est partout et qu'elle doit être représentée. Et je me battrai pied à pied contre les personnes comme Willy Schrein qui prétendent avoir le monopole de la représentation de la ruralité et de l'écologie. Alors, on entend la diversité de l'écologie dans vos listes, mais finalement, toutes les mesures que vous venez de proposer, tous vos éléments de programme, est-ce que vous ne pourriez pas les partager avec la gauche ? On a beaucoup de questions de nos auditeurs, notamment sur l'application, qui regrettent que les écologistes partent tout seuls à l'élection. Ils auraient aimé que vous fassiez liste commune, peut-être avec LFI, peut-être avec le Parti socialiste. Vraiment, vous allez aller jusqu'au bout et pas d'alliance en gauche possible ? Nous irons jusqu'au bout, mais j'entends et je comprends l'aspiration des citoyennes et des citoyens à une alliance de la gauche et des écologistes. Le fait est que les conditions n'étaient pas réunies, et vous le voyez bien. On a encore des divergences sur l'Europe, ça c'est une chose. Mais au-delà de ça, vous voyez par exemple, la France Insoumise défendait l'Union, elle voulait que je sois sa tête de liste, puis ils m'ont invité à leur journée d'été, ils m'ont hué. De l'autre côté, c'est pour ça que vous défendez la douceur, vous, dans vos discours. Mais ils m'ont justement hué quand j'expliquais qu'il nous fallait viser un horizon de douceur, un horizon qui soit plus juste, plus doux pour chacune et pour chacun. Donc vous voyez bien que c'est problématique. De Alors côté, pas LFI, mais le Parti socialiste. On entend Raphaël Glucksmann qui dit jamais avec Mélenchon qui dit je n'aime pas les écolos. Moi, ce que je veux dire à tous ceux qui désespèrent aujourd'hui, c'est qu'au lendemain des élections européennes, il nous faudra reprendre le bâton de pèlerin de l'Union. Nous devons trouver une manière de pouvoir avancer ensemble. La première des échéances n'est pas 2027, c'est 2026. Et vous savez, les élections municipales, elles sont absolument essentielles parce qu'elles concernent la vie quotidienne des Françaises et des Français. Et donc je salue d'ailleurs le très bon travail des maires écologistes à Bordeaux, à Poitiers, à Lyon, à Grenoble. On n'en est pas encore là. Juste, je voudrais rebondir sur Raphaël Glucksmann, dont vous parliez. Vous dites on peut pas partir avec LFI, je me suis fait huer, etc. Raphaël Glucksmann, lui, va sans doute être tête de liste du Parti socialiste. Vous ne seriez pas prête à le suivre ? Vous ne partagez pas ses valeurs, vous ne partagez pas les éléments de programme dont vous me parliez ? Écoutez, moi, je ne considère pas que l'écologie doit être derrière. Et c'est ce que vous sous-entendez. L'écologie... Ça peut être une alliance aussi. Vous savez, les écologistes européens sont extrêmement structurés. Au niveau européen. Ils portent une vraie proposition avec une vraie cohérence. Nous disons la même chose dans les institutions et sur le terrain. Nous disons la même chose à Bruxelles et en France. Et nous portons un projet qui est un projet
unique, singulier. Ce projet-là, c'est la différent du projet socialiste. bataille déterminée pour le vivant et contre la pauvreté, pour le climat et pour la justice. Et donc oui, c'est un projet différent du Parti socialiste. Nous avons des désaccords fréquents avec le Parti socialiste européen. Moi, je sais que la première de nos batailles, c'est la lutte contre ce bloc des droites et des extrêmes droites qui font reculer tant les droits humains que le vivant. C'est ce que dit aussi Raphaël Glucksmann. Un de ses principaux adversaires, c'est l'extrême droite. Et donc, je me suis engagée à la non-agression dans le cadre de cette campagne. Je crois qu'on n'a pas de temps à perdre dans de vaines querelles à gauche. Donc ce ne sera pas mon objet. Mon objet, ni dans une alliance. Ma responsabilité, c'est de porter le combat écologiste le plus loin possible. Et c'est simple, s'il n'y a pas un nombre conséquent de députés européens le 9 juin 2024 élus au Parlement européen, eh bien le pacte vert est condamné, la transition écologique est condamnée, la lutte pour la justice sociale est condamnée. Et donc, il faut apporter le plus de députés européens possible écologistes. Marie Toussaint, l'une des actualités de ce matin, c'est cette aide humanitaire, 7 tonnes larguées par la France et la Jordanie sur la bande de Gaza. C'est à la France vraiment de faire ça ou ça devrait être européen? Alors, il était temps, d'abord, et puis évidemment, j'aimerais entendre l'Europe agir dans le conflit israélo-palestinien. C'est une situation humanitaire qui est terrible. Avec des milliers de personnes qui sont sous les bombes, qui n'ont plus accès aux hôpitaux, qui n'ont plus accès à l'eau, des enfants qui perdent tout avenir alors même qu'ils viennent de commencer leur vie. Et la politique menée par le gouvernement de Netanyahou est absolument inadmissible. Elle est inacceptable. Donc nous demandons un cessez-le-feu. C'est très simple, nous demandons un cessez-le-feu. Et la France, comme l'Europe, qui s'est construite sur le projet de paix, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la France et l'Europe agissent pour la paix, demande ce cessez-le-feu. Et je veux le dire très clairement, la justice, ce n'est pas la vengeance. Sans justice, il n'y a pas de paix. Sans paix, il n'y aura pas de sécurité, ni pour les Palestiniens, ni pour les Israéliens. Et évidemment, derrière, il faut agir pour la solution à 2 États. Et donc, c'est ce à quoi j'aspire, c'est à ce que l'Europe, qui a montré que dans une situation impossible, où on pensait la paix impossible, eh bien nous pouvions la construire. Et donc ce à quoi j'aspire, c'est que l'Europe, forte de cette expérience, se mobilise à Gaza et entre Israël et la Palestine. Alors réponse en oui ou non, parce qu'on arrive à la fin de notre entretien, mais je reprends la question d'un de nos auditeurs au standard qui demande, est-ce qu'il faut une armée européenne ? Eh bien, en tout cas, il faut une défense européenne commune et plutôt aller dans la direction d'une armée européenne. Mais une armée, c'est pas seulement fait pour faire la guerre. Je crois que la force diplomatique de l'Europe, ça doit être celle du désarmement au niveau mondial. Nous devons garantir la sécurité pour aller vers le désarmement, à commencer par les armes nucléaires. Merci Marie Toussaint, députée Les Écologistes et tête de liste du parti pour les élections européennes. Merci d'être venue sur Inter. Et je rappelle la date des élections européennes, chers auditeurs, c'est le 6 et 9 juin prochain.